YouTube et du coup, je lance l'enregistrement pour qu'on puisse avoir un replay ensuite pour si jamais la technique n'est pas avec nous ce soir, pour qu'on puisse voilà, vous permettre aussi de suivre. N'hésitez pas à toutes les personnes qui sont présentes sur Zoom de poser vos questions dans le chat en direct. On a déjà un certain nombre de questions, mais on va pouvoir aussi alimenter au fur et à mesure la deuxième partie de cette soirée. Euh, et moi, donc, je me présente, je suis Aurélie Capgras, je suis la coordinatrice nationale de Déclic CNV Éducation, qui diffuse la communication non violente dans l'éducation. Et ce soir, on est réunis pour cette soirée autour de Laetitia Carton, qui est la réalisatrice du film La Petite Classe. Et je vais laisser la parole à Laetitia pour qu'elle vous présente un petit peu le projet. Ton micro, Laetitia. C'est sûr que ce sera mieux avec le micro. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Laetitia Carton. Je suis la réalisatrice du futur film qui va s'appeler La Petite Classe. Véro, tu veux pas juste te présenter et que je raconte un peu l'aventure de ce film? Toi aussi, t'as oublié ton micro. Je peux le faire. C'est l'histoire d'une belle rencontre où dans un stage d'initiation à la communication non violente, je rencontre Laetitia et je suis séduite par la sensibilité, par la vision particulière du monde. Et quand je sais qu'elle est réalisatrice et que je connais d'autre part une enseignante qui est vissée avec le processus de la communication non violente avec des tout petits, eh bien, j'ai l'idée de passer de formatrice en communication non violente à entremetteuse. Et le mariage se fait magnifiquement bien et c'est ce qui fait qu'on est réunis ce soir pour vous partager ce projet. Voilà ce que j'ai envie de dire de toi à cet instant. Oui, ce qu'elle dit pas, c'est que et au départ, je voulais faire un film, je voulais filmer une de ses formations, je voulais la filmer elle. Et elle est maline, elle a filé la patate chaude à quelqu'un d'autre. Mais C'est pas faux. c'est génial parce que, je m'étais toujours dit qu'un film, où on filmait une formation, ça pouvait être un peu, peut-être un peu rébarbatif, en tout cas pas très cinématographique. Et là, c'est vrai qu'avec, cette classe de maternelle et ces 18 enfants, je ne sais pas si vous avez tous vu le teaser? Peut-être je dis vite fait qu'en gros, on a filmé pendant un an une classe maternelle avec donc cette enseignante Katia que Véro m'a présentée. Et le film, c'est vraiment une espèce d'épopée, pendant un an, Katia, elle dit souvent, comme elle a les enfants ils ont 2 ans, elle les garde jusqu'à leurs 3 ans. Elle dit toujours 4 saisons pour grandir et c'est vraiment ça, c'est 4 saisons où on voit évoluer. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est l'année de l'apparition du langage et c'est hyper fort de voir l'impact qu'on peut avoir en tant qu'adulte quand on met son attention comme ça sur le langage et sur la manière, ben, Véro va en parler, tout à l'heure, de faire des demandes, poser ses limites et tout. C'est très beau de voir comment dans la bouche de tout petits enfants de 2 ans, ça va très, très vite et ça s'incarne aussi très vite dans leur petit corps à eux, voilà. Mais bon, après je pourrais répondre à toutes les questions si vous en avez sur le film. Je vais laisser la parole à Véro pour la suite. Merci Laetitia. Euh, Véro, on te laisse la parole et puis je te laisse introduire le teaser. Oui, on a eu l'idée de démarrer cette rencontre en repassant le teaser, parce que peut-être vous l'avez déjà vu, et mon intention, bon, c'est à la fois bien sûr de me mettre au service de la diffusion de ce film, et en même temps de pouvoir partager certains principes de la communication non violente que certaines connaissent peut-être déjà, et en même temps, comment, à partir de ce film, mon rêve, c'est de pouvoir soutenir les enseignants, les parents, les enfants, pour contribuer à un monde différent. Et je suis particulièrement touchée, je vois ce soir, parce que, j'ai vécu une expérience internationale il y a un peu plus de 10 jours et j'ai vu comment dans le monde entier, il y a plein de gens qui marchent, vers une éducation différente et en fait, j'arrive à cette conférence chargée de l'amour que j'ai reçu, en étant au Maroc avec toutes les communautés de l'ensemble de l'Afrique et de d'autres continents et c'est tellement joyeux pour moi de me dire qu'il y a la France et il y a le reste du monde et c'est ensemble.
Donc, merci d'être là à tous ceux que je connais et ceux que je vais découvrir ce soir. Donc, c'est parti pour le teaser. Eh ben, oui, ça y est. Depuis plusieurs mois, j'ai commencé un nouveau film avec Michaela, Léna, Mathis, Lucas, Elias, Boulou, Mathéo, Mia, Amira, Alizé, Camilla, Seya, Eva, Tom, Rosa, Lola, Marwan et Tiam. Ce sont les héros de ce film. Ils sont 18. Ils ont tous 2 ans et ils vont déjà à l'école. En toute petite section de maternelle, dans une école publique d'un quartier prioritaire d'une ville en périphérie d'Angoulême. Vous voulez me faire un bisou? À leur côté, il y a Katia, leur enseignante, et Isabelle qui l'accompagne. Grande chef d'orchestre, Katia, elle ordonne le chaos. Tu dis, Michaela, je n'ai pas fini de jouer de vous. Si tu veux, tu lui demandes, Michaela, je peux la voir, s'il te plaît. Et comme s'il me demande, elle peut te dire oui, mais elle peut te dire non aussi. Je sais que tu es en colère, d'accord? Mais Eva, elle n'a pas fait J'ai rencontré Katia grâce à ma formatrice en CNV, la communication non violente. La CNV, ça a changé ma vie. Et ça faisait longtemps que je voulais en faire un film. Avec Katia, j'ai trouvé l'incarnation que je cherchais, avec son immense patience, sa grande fermeté, ses intentions si claires et sa foi inébranlable en la capacité de ces petits êtres à apprendre et à se métamorphoser. Ça, c'est un dossier. Délicat et demande-lui si elle est d'accord que tu lui touches les cheveux. Non, demande Camilla, je peux toucher tes couettes? Et tu attends qu'elle te dise je peux toucher tes couettes? Oui, elle est d'accord. Je vais passer 4 saisons à leur côté. 4 saisons pour grandir. 4 saisons pour construire des liens avec les enfants, mais aussi leurs parents. Cet après-midi, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est ce que tente de vivre Katia chaque année avec les familles. Ben oui, je suis fière de toi. Tu as le droit de ne pas vouloir, mais tu peux dire non merci. Oui, tu peux demander à notre enfant s'il veut faire un câlin. Regarde, Lola, t'es prête à te faire un câlin? Eh bien alors, comment on fait? Comment on fait? Elle t'a dit oui, alors comment tu fais pour faire un câlin à Camilla? Alors, Juste une petite info, j'invite les gens qui n'ont jamais vu le teaser à aller le voir sur YouTube parce que là, il y a plein de choses qui passaient pas et notamment la magnifique musique de Julien Padovani et puis plein d'autres choses. Donc, c'était très incomplet comme vision du teaser. merci, Laetitia. Moi, je vois là tout de suite qu'il n'y a pas une seule fois
où quand je regarde ce teaser, les larmes me montent aux yeux. Alors, à la fois parce que j'ai passé 2 jours dans cette classe avec ces héros du quotidien de 2 ans et puis en même temps je vois que ce qui me touche, c'est, de mesurer que c'est vraiment possible de faire autrement et quand on a choisi le titre Enseigner autrement, c'est possible et nécessaire. Eh bien, pourquoi possible? Parce que c'est comme réalisable et nécessaire, c'est parce qu'on est dans un espace où aujourd'hui, il y a une sorte de consensus autour de l'école où c'est compliqué pour certains enfants avec des besoins spécifiques. On entend beaucoup parler du climat scolaire, du harcèlement. Il y a ce qui se passe au niveau des enseignants, où les classes sont souvent surchargées avec des enfants avec des besoins spécifiques, avec des formations qui sont quasi inexistantes et quelquefois inadaptées à la réalité. Et puis, la réalité des parents euh, autour d'une incompréhension quelquefois de ce que le système attend d'eux. Et où finalement, c'est là où on s'est dit, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'envisager d'éduquer autrement. Alors, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est à prendre un petit temps. Parce que peut-être que vous l'avez déjà vu, cette présentation. Et peut-être que vous vous êtes laissé embarquer dans votre quotidien. Et là, je vous invite à prendre un petit temps et puis juste d'observer. Est-ce que peut-être vous avez des pensées qui vous traversent? Et sachez qu'elles sont les bienvenues. Il n'est pas question d'avoir de jugement sur ces pensées, juste peut-être de les accueillir pour ce qu'elles sont. Vous n'êtes pas obligé de les croire, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et puis peut-être faire le choix de revenir à vous en termes de sensations, peut-être d'émotions. Et puis, si vous deviez répondre à cette question du comment ça va, vous savez, cette question qu'on pose si souvent aux autres et peut-être il est pas complètement évident de se la poser autant de fois que ça pourrait être nécessaire dans la journée, eh bien de regarder sans chercher de mots, mais vous laisser trouver peut-être par des mots du registre des émotions, des sensations, et de regarder à cet instant comment vous allez. Et ma proposition, ce serait d'entendre comment certaines vont à cet instant, après avoir vu cette présentation de, de ce film qui va sortir autour de ces 4 saisons pour grandir dans cette petite classe avec les tout petits. Donc, est-ce qu'il y en a certaines qui sont OK pour partager comment vous allez? La proposition, ce serait de peut-être lever la main par le petit bonhomme en bas qui permet de lever la main. Et sinon, ça se fait aussi par le chat. Voilà, il y a la possibilité aussi de remettre le micro si certains veulent prendre la parole. Et on a déjà Patricia qui nous dit qu'elle est très émue. J'ai des frissons à chaque fois que je le regarde, de Léa. Touchée, dit Agnès. Magnifique. Félicitations, c'est trop chou. Je vois Très qu'il y a Isabelle qui lève la main. bien. Est-ce que, Isabelle, tu peux réactiver ton micro? Ça marche ou tu as besoin? Bonsoir à tous. Oui, moi je venais de le regarder, donc j'avais déjà pleuré juste avant et j'ai recommencé encore. Pour moi, c'est voilà, c'est comme un rêve, quoi. Mm. Et voilà, je trouve que c'est magnifique de pouvoir transmettre dès cet âge-là à des enfants. Voilà. Quand tu Bravo. dis quand tu dis c'est un rêve, c'est comme si en fait ça vient rejoindre pour toi ce que tu imaginais un jour possible, c'est-à-dire qu'on montre qu'il est possible de faire autrement avec des tout petits, c'est ça? Oui, Ouais. voilà. Et je pense que ça va changer le monde et c'est très positif. Bravo. Mm. On a émerveillée, intéressée, pleine d'enthousiasme.
pleine d'espoir avec les enfants. Oui, beaucoup d'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Moi, j'ai enseigné en lycée, en fait. Voilà. Mais du coup, si on apprend dès à cet âge-là, après, tout se passera beaucoup mieux. Mm. Mm. Oui. Comme Merci. si, comme si tu as pu expérimenter, Isabelle, qu'au lycée, il y avait déjà certaines habitudes qui étaient prises Mm. et que même si on sait aujourd'hui que le cerveau, il est hyper malléable, tu te dis, plus on va commencer précocement, plus Mm. ça deviendra hyper cool pour les enseignants, collège, lycée et pour les adultes de demain, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Mais ouais. Mm. De voir que tu avais déjà au lycée des élèves pour lesquels le conditionnement avait joué des tours un peu étonnants. Mm. C'est ça, Mais tout ouais. à fait. Mm. Mm. Merci. Ouais. Merci pour ton partage qui m'aide à me mettre en lien aussi avec toi. Merci. On a un témoignage d'Émilie qui dit: «Ce qui me plaît le plus, c'est de voir la confiance envers les enfants, leur faire confiance quant à leur capacité d'apprendre et de faire». Et Mm. on a Agnès qui lève la main. Agnès, si tu veux réactiver ton micro et peut-être ta caméra si c'est OK. Bonjour à tous. Ma caméra, elle marche pas, excusez-moi. Pas de souci. J'avais envie de dire que mon enfant intérieur est touché et qu'elle commence à se dire qu'il est temps de commencer à dire ce qu'elle ressent, que je me connecte vraiment à ce qui s'est passé pour moi quand j'étais enfant, parce que peut-être que le monde, finalement, il va apprendre à écouter. Et ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, j'ai 60 ans passés et donc mon enfance, il y avait peu d'écoute pour les enfants. Je sais que ça a un peu évolué, mais là, quand on voit ça, on se dit que l'avenir est ouvert, quoi. Merci beaucoup. Oui, merci Agnès. Comme si t'es pas dupe qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, quelle que soit l'éducation qu'on a reçue, on peut commencer à aller écouter ces petits ou ces petites qui ont peut-être reçu moins d'attention que ce qui leur aurait permis peut-être de gagner en confiance, en sécurité ou peut-être en estime, hein. Je présuppose, Agnès, mais est-ce que ça semble à peu près juste ce que je raconte? Bah oui, bien sûr, il y a eu tellement d'événements où en fait, on m'a pas demandé mon avis que finalement, je navigue entre un sentiment de culpabilité et un sentiment que c'est les autres qui sont responsables sans savoir vraiment où me situer, enfin, en tant qu'enfant. Et il n'y a que la thérapie qui permet d'avancer à ces niveaux-là. J'ai la chance d'avoir rencontré l'intelligence relationnelle qui est très complémentaire avec la communication non violente. Et donc, effectivement, c'est ça, c'est pouvoir aller descendre avec quelqu'un en sécurité, en lien vers les ressentis qu'on a complètement zappés parce qu'ils ont été zappés par les personnes qui s'occupaient de nous. Mm, Et donc, nous-mêmes, on n'est pas capable la plupart du temps d'aller les visiter. mm. Merci pour ton partage, Agnès. Merci. Ce que j'apprécie en fait avec ce processus de la communication non violente, c'est que on va non pas ne pas regarder ce qui nous a convenu comme pas convenu, mais on va aller regarder que il est moins question de critiquer ceux qui ont marché avant nous que d'imaginer qu'ils ont fait du mieux avec les moyens qui étaient les leurs. Et je ne suis pas en train de dire oui à toutes les stratégies qu'ils ont mises en place et de regarder comment moi, je vais faire quelque chose de ce qu'on a fait de moi. J'aime bien cette phrase de Sartre qui dit, on a fait quelque chose de moi, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Comme cette prise de responsabilité de nos histoires. Et j'entends que toi, là, tu as fait le choix de l'intelligence relationnelle pour être accompagné, pour aller revivre certains de ces traumas en sécurité. Et nous, aujourd'hui, à Déclic, on prend un pari qui est celui, en fait, de préserver l'âme des enfants le plus tôt possible pour que dans 2 générations, tous les thérapeutes soient au chômage. Merci, c'est exactement le projet que je peux avoir à mon cœur. Merci beaucoup. Voilà, et on se dit que si on prend soin de ces êtres humains, si on veut bien les voir comme des êtres humains à part entière, eh bien, on va développer l'accès à leurs ressources parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils aient des ressources. Et donc, c'est un des grands présupposés de la communication non violente qu'on développe avec l'écoute empathique, eh bien, c'est de soutenir l'émergence des ressources pour chacun des êtres humains.
Donc, merci pour ton partage. Merci Est-ce pour qu'il y a votre écoute. quelqu'un d'autre qui voudrait partager comment il ou elle va? Parce que je voudrais pas générer plus de frustration que ce qui serait nécessaire. Aurélie, je veux bien que tu viennes en soutien parce que moi, j'ai pas je vois pas tout en fait. Il y a pas, je ne vois pas là de message supplémentaire. Je pense qu'on peut passer à la suite. Ok. Alors, je vais m'appuyer sur ce que vous avez vu dans ce teasing pour citer aussi Edgar Morin qui dit qu'éduquer, c'est transmettre de l'humanité. Et que ce qui, moi, m'a profondément marqué quand je suis allée dans la classe, eh bien, c'était de voir cette humanité incarnée avec Katia, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec l'ATSEM avec laquelle elle travaille, que ce soit avec les parents de ces petits bouts. Et j'aime me rappeler qu'il est question d'humanité et que la communication non violente nous donne ces axes-là. Alors pour ce soir, je vais retenir 3 ou 4 grands thèmes qui vont être développés dans ce film. Et le premier, et là vous l'avez vu à travers l'histoire des petites couettes, c'est cette notion du consentement. C'est-à-dire que si un jour vous êtes amené à voir ce film, vous allez voir comment Katia, dans son quotidien, eh bien, elle met une attention particulière à très très tôt les accompagner sur c'est pas parce que j'ai envie de faire quelque chose que l'autre est d'accord et comment elle prend le temps de les accompagner pour demander. Et je me dis, imaginons un monde où les enfants, entre la 2e et la 3e année, intégreraient cette notion du consentement. Ou à un moment, je veux toucher une couette ou une partie du corps qui ne m'appartient pas. Et très très tôt, eh bien, j'apprends que je vais pouvoir le faire seulement si l'autre est d'accord. Et ce que j'aime beaucoup à travers ce partage, c'est comment très très tôt, eh bien, elle va les aider à apprendre à dire non et à entendre un non. Et comment elle va les accompagner pour poser des limites. Et une grande partie du film tourne autour de ces limites. Et donc on voit à travers le teaser que c'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose à quelqu'un, eh bien qu'on va pas prendre en compte la réalité de l'autre et que, je sais pas si vous avez entendu parce que le son était pas tout à fait aussi top que ce qu'on aurait aimé, mais elle dit, tu sais, c'est une demande, alors il peut te dire non. Vous voyez, très très tôt, eh bien, on invite, et ça c'est un des grands principes de cette communication non violente, on va regarder comment, eh bien, il est possible de dire non. Alors bien sûr que je ne dis pas non à l'être qui est en face. Je vais dire non à sa demande. Et qu'il y a un grand, grand distinguo. Pourquoi nous, à l'âge adulte, on a quelquefois des difficultés à dire non? Eh bien, c'est parce que nous sommes tous des polytraumatisés du non. Que quand on était petit, quand on nous disait non, on intégrait que c'était un non à l'être que nous sommes. Et que quand on a plus ou moins souffert de ça, comme nous sommes des aides de contribution, et on va le voir dans une présentation que je vais faire juste derrière, eh bien, on n'a pas envie de faire revivre les traumas que nous avons vécus. Et que quand on accompagne tout petit les enfants au fait que je dis non simplement à ta demande, mais pas à l'être que tu es, eh bien peut-être qu'on va co-créer un monde où il sera plus simple déjà de dire non, de poser nos limites. Et c'est un enjeu. On voit bien que dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, le fait que certaines limites n'aient pas été posées tôt, eh bien, ça génère derrière des traumas à l'âge adulte qui sont vraiment absolument tragiques. Est-ce que déjà je suis assez claire ou est-ce qu'il y a des gens parmi vous pour lesquels ça demanderait un peu plus de clarté? Bonsoir. Émilie. Émilie, Oui, bonsoir. bonsoir. Je me présente, moi je suis éducatrice de jeunes enfants dans 2 microcrèches. Et en fait, moi je constate que la plus grande difficulté dans notre profession, c'est que nous,
c'est une approche qui nous parle, c'est quelque chose qu'on applique au quotidien. Mais la plus grande difficulté que je rencontre, moi en tout cas, c'est ce décalage avec les familles, où on a très souvent des familles qui, quand on leur explique qu'un enfant a le droit de dire non, on voit qu'en face, la réaction est assez vive. Et souvent, on a des parents qui ne comprennent pas. Pour eux, un enfant ne peut pas dire non, il doit faire ce qu'on lui demande. Comment faire pour accompagner les familles comme ça et leur faire comprendre que l'enfant est à prendre en considération comme un individu à part entière et qu'il a le droit de dire non? Merci, Émilie, parce que c'est une grande question. Et j'ai une réponse qui est pas toute faite, mais qui est le fruit d'une expérience. Et donc, je peux entendre la difficulté qui est la tienne sur le fait que vous, dans votre équipe, ça semble assez évident. Et en même temps, le delta, eh bien, il est en lien avec la famille. Et j'imagine que pour ceux qui travaillent à l'école, quel que soit le niveau, vous pouvez à certains moments vous retrouver dans une sorte de difficulté à comme initier une vision différente de la relation à l'enfant. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je suis infirmière scolaire à un moment de ma vie et il y a 2 élèves qui arrivent un midi et qui emportent un autre. Ce sont des adolescents. Et puis, il y en a, celui qui est au milieu, il tient à peine debout. Et ses 2 collègues, qui sont, n'est-ce pas, des frères pour lui à ce moment-là, ils disent, Madame, on ne sait pas trop ce qu'il a. Moi, je suis de l'autre côté du bureau à 4 mètres et je sens déjà l'alcool. Je dis, non, mais les gars, vous vous foutez de ma gueule, là. Enfin, pardon pour les gros mots, mais pour ceux qui me connaissent, c'est un peu courant. Il me dit, ben, en fait, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me disent, ben, en fait, on est sortis ce midi. Et puis, en fait, on avait fait le pari d'aller vider le bar du père de notre copain, là, parce que son père, il n'est pas sympa. Donc, on voulait, en fait, lui faire la misère. Et là, en fait, je vois que le gamin, il est dans un état semi-comateux. C'est là une des fois où j'ai eu peur en 5 ans dans mon métier d'infirmière scolaire. J'ai appelé SAMU parce que je voyais qu'il allait m'échapper, le gamin, dans un coma éthylique. Et le père arrive. Et là, il se met à hurler en disant, oui, ce bahut, c'est n'importe quoi, les gamins sortent, il n'y a aucune structure. Et moi, je lui dis, ben oui, je peux entendre votre âge. Et en même temps, ben, vous avez signé sur le carnet de correspondance en disant que le midi, votre enfant pouvait sortir. Oui, mais de toute façon, mon gamin, il n'a pas de 1 au cul. Il se laisse avoir, il n'y a jamais moyen de toute façon se positionner, il a pas de caractère, etc. Et vraiment, il tapait les poings sur la table. Et moi, j'avais les crayons qui faisaient piouf, piouf. Et puis à un moment, je lui dis, mais oui, votre rêve, ça aurait été que votre gosse, il se positionne par rapport à ses copains. Est-ce que c'est ça? Ben oui, franchement, si on n'a pas de caractère dans la vie, je me demande bien ce qu'on peut faire. Ah, ok. Et je lui dis, donc votre rêve, ça aurait été que votre enfant puisse dire non. Et en même temps, je voudrais savoir, est-ce que vous, dans votre famille, il y a des moments où votre enfant pouvait dire non? Et là, il retape sur la table. Donc, le peu de stylos qui restaient, là, cette fois, ils sont partis en dehors du bureau. Et il me dit, chez moi, c'est moi le chef. Est-ce que c'est clair? Moi, les enfants, ils sont pas là pour me dire non. Je dis, ah, ok, mais ouais, j'entends, en tout cas pour vous, combien c'est important, cette autorité, en fait, dans votre rôle de parent. Et en même temps, j'aimerais vous poser une question. Je serais curieuse de savoir comment votre enfant aurait pu apprendre à dire non sans l'avoir appris dans le milieu où, a priori, c'est le milieu le plus sécure, celui de la famille. Et là, le papa, il s'est effondré en larmes. C'était hyper touchant. Et donc, il est allé voir son fils. Je lui dis, mais même si là, il est quand même un peu loin, mais vous pouvez quand même lui parler et lui partager que vous allez voir la situation autrement. Et donc, par rapport à ta question, Émilie, pardon, je suis désolée, je vois que je t'ai tutoyé. J'ai un tutoiement un peu simple. C'est OK pour toi? Oui. De regarder avec les parents, bien sûr que ça semble difficile que vous puissiez entendre un non de votre enfant. Et en même temps, si on se projette dans l'avenir, est-ce que vous aimeriez que cet enfant, il ait développé cette compétence? Et que si cette compétence, elle n'est pas développée dans la structure qui, a priori, est la plus sécure, peut-être que votre enfant, ado et jeune adulte, eh bien, ce sera d'autant plus compliqué pour lui. Vous voyez, quand on amène ses parents dans cette projection,
et qu'on leur donne la structure de comment on dit non à un enfant ou comment on accueille le non d'un enfant, un enfant, il dit pas non à ses parents, il dit non au départ à ce que le parent propose. Et petit à petit, on va regarder quel est le besoin qui cherche à être entendu derrière ce non. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un double mouvement. Accompagner comme on dit non et en même temps, dézoomer sur un futur où on aimerait tellement avoir des jeunes et même nous qui ayons plus de moyens de dire non de manière instantanée. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Émilie? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ça va me permettre d'aborder les choses différemment avec les équipes et avec les familles, ouais. Mm. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Je suis contente si j'ai pu te soutenir dans ce métier ô combien difficile. T'as dit quoi? Pardon? Mylène, tu as ton micro? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en lien avec cette question que je viens d'évoquer sur le non? Ouais. Il y a une question qui n'est pas sur le nom qu'on avait précédemment, mais qui est sur euh, cette relation de coéducation, en fait, où il y a aussi les questions des parents qui sont en lien avec les enseignants de leurs enfants et qui peuvent avoir voilà, une conscience de certaines choses et qui se sentent un peu démunis face au fonctionnement des enseignants. Et du coup, dans l'autre sens, voilà, comment aller vers les enseignants avec des questionnements qu'on peut avoir aussi en tant que parent. Alors, c'est le moment là où je pourrais être en pure sympathie. Dans la mesure où je me revois, moi, avec mes enfants petits. Moi, j'ai eu la chance d'être allongée quand j'étais enceinte. Et comme ça m'a permis de tout lire et j'avais l'impression de savoir des tas de trucs, sauf que j'avais zéro pratique. Et donc, je crois qu'il y a des moments où j'aurais voulu éduquer les enseignants de mes enfants, ce qui était absolument complètement décalé. Et donc, je vois en fait ces moments où, en tant que parent, bah, peut-être on a fait des stages, peut-être on a lu. Et ces moments en fait où on voit que c'est pas complètement comme on aimerait. Et en même temps, on ne sait plus comment aborder la relation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on disait éduquer, éduquer autrement, c'est nécessaire. Eh bien, juste ces moments en fait où comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer une école où on va pouvoir chacun être à notre place dans une coopération au service des enfants. Et dans le film, vous verrez comment Katia s'y prend pour intégrer les parents dès le début de l'année, avant même, parce qu'ils se rencontrent en juin, pour commencer à créer du lien, et comment les parents, dès le début de l'année, peuvent rester autant de temps que nécessaire dans la classe pour que Katia puisse apprendre à connaître les enfants qui, pour la plupart, n'ont pas encore le langage, pour arriver à se mettre en lien avec les enfants et les familles, et de regarder comment, dans cette confiance mutuelle, eh bien, il y a quelque chose qui s'installe dans, je dirais, plus de coopération et de collaboration. Et c'est un défi. Et qu'aujourd'hui, moi, pour maintenant avoir été maman de 3 enfants, maintenant grand-mère, et puis de passer un grand temps dans les écoles, j'ai aussi beaucoup de compassion pour ces enseignants qui ont quelquefois 25, 30, 36 élèves, quand moi, avec mes 3, il y a des moments, je me demandais si j'allais m'en sortir. Et qu'aujourd'hui, c'est comment on pourrait faire ensemble pour être au service des enfants. Et ça, c'est un défi, vraiment. Et après, dans le cadre des fédérations de parents, là, je vois que j'ai ma nièce qui est connectée, qui m'a demandé un jour de venir faire une conférence dans son école et où j'ai eu un accueil chaleureux de l'équipe éducative. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment de partage important. Et à Déclic, aujourd'hui, on a beaucoup d'intervenants sur l'ensemble de la France qui peuvent accompagner ces mouvements de lien entre les parents et les enseignants. Et je crois beaucoup aujourd'hui à ces alliances. Donc, merci pour la question. J'espère que j'ai répondu à peu près. Et je vois qu'il y a Tiffany qui lève la... Delphine. Moi, j'ai Delphine. Delphine, pardon. Delphine, ouais, je me suis trompée d'étiquette. Pardon. Bonsoir. J'ai des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend Oui, très moi, bien. ça va. Ah voilà.
Donc, je suis Delphine, je suis la directrice d'une petite crèche en Belgique où on a le plaisir de travailler avec Mira van den Bosch depuis 2019. Donc, elle accompagne l'équipe, elle nous forme et elle nous coach avec les outils de la CNV. Après, mon intervention, elle était plutôt pour répondre à la personne qui travaille, on va dire, dans une petite crèche et qui se demandait comment faire avec les parents qui ne sont pas forcément dans le même processus. Et voilà, on va dire la manière dont moi j'ai décidé de mettre les choses en place, c'est que la CNV, elle fait partie du projet pédagogique de toute la crèche depuis le début. Et donc, quand je suis en contact avec les parents, même avant les inscriptions, en fait, je les sensibilise déjà à l'utilisation de la CNV. Et puis, effectivement, on propose aussi aux parents de passer pas mal de temps avec nous dans la crèche. Et puis, finalement, les choses se construisent petit à petit. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait l'un ou l'autre parent de la crèche qui se sont connectés sur la conférence ce soir. Donc, je suis ravie de voir qu'ils sont preneurs. Et donc, je pense que c'est au niveau de au niveau de la direction dans les crèches, dans les écoles, qu'il y a vraiment des choses à mettre en place à la base, en fait, dans les fondements des projets pédagogiques et dans l'approche pédagogique pour que autant les membres, on va dire, du corps enseignant ou des personnes qui travaillent en crèche puissent tous se mettre dans cette dynamique-là et qu'en même temps, on puisse sensibiliser les parents à pouvoir aussi découvrir les outils de la CNV. Mm. Donc, voilà. Merci, parce que j'entends dans ton partage, Delphine, qu'il y a quelque chose en amont au niveau du projet, comme si, en fait, au moment où les parents, pardon, accompagnent leurs enfants, ils ont connaissance de la façon dont vous allez les aider, en fait, à grandir et, j'imagine, à accompagner leurs émotions. Donc, c'est comme si, en fait, c'est déjà anticipé dans ce que tu partages. C'est ça? Oui, c'est Mm. ça l'idée. Oui, c'est ça Mm. l'idée en tout cas. Et, Mm. je pense que ça permet d'amorcer les choses et puis que ça permet d'ouvrir les parents à la CNV d'une manière qui est plus fluide que s'ils le prennent en cours de route on va dire, pendant le parcours scolaire ou pendant le parcours en crèche. Mais oui. Merci en tout cas pour tout ça et merci à toutes les personnes qui contribuent à, on va dire, à faire fleurir la CNV à tous les niveaux. Et merci. Avec cette idée que plus les enfants vont être accompagnés précocement, avec cette conscience qu'est la CNV, plus on va augmenter les chances d'un véritable changement de la vision du monde. Et bientôt, je vais vous repartager pour certains, un dessin que Rosenberg avait dessiné un jour sur un coin de table et qui, moi, continue d'être un moment phare, en fait, dans les moments de transmission. Mais avant ça, s'il n'y a pas d'autres questions, et tu me diras, Aurélie, si tu vois passer des choses, parce que moi, je ne peux pas être... Il y a Tu plein dis? d'autres questions, mais on pourra le faire dans un deuxième temps. Ok, d'accord. Donc, ce que je voulais partager aussi par rapport au film, c'était comment, tout petit, eh bien, les enfants vont être accueillis dans les émotions qui sont traversées par eux, et aussi comment les parents sont accueillis dans la traversée de leurs propres émotions. Parce que quand on met un enfant tout petit à 2 ans à l'école, eh bien, quelquefois, pour certains parents, eh bien, c'est pas aussi simple que ça, en fait, de poser ces petits pour toute une journée. Et donc, un des grands principes de la communication non violente, pour ceux peut-être qui la découvriraient ce soir, eh bien, c'est qu'on va remettre au centre de notre existence les émotions, les ressentis, les perceptions corporelles. Pourquoi? Parce que nos parents, eh bien, ils se sont contentés de reproduire ce qu'eux, ils avaient vécu. Et il n'y a toujours aucune critique derrière ça, que les choses soient claires. Et que peut-être que pour la plupart d'entre nous, on a plutôt appris à être lisse plutôt qu'à maintenir le fait qu'on éprouve de la tristesse, de la joie, peut-être de l'excitation.
et que, en lien avec certains grands principes pédagogiques, eh bien, un enfant bien élevé, c'était comme un enfant qui était lisse. Et que tant qu'on n'était pas lisse, ben, on avait plutôt intérêt à aller, intérêt à aller se calmer dans notre chambre. Et puis, quand on était présentable, eh bien, on avait peut-être à nouveau une place à table. Et que cette construction, elle a eu des conséquences. Il n'empêche que nous sommes devenus les belles personnes que nous sommes aujourd'hui. Mais peut-être que dans les générations qui arrivent, on pourrait prendre en compte les émotions d'une manière différente. Alors, même si on sait qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, les enfants n'ont plus les moyens de faire des caprices, ça c'est aussi un grand pavé dans la mare, eh bien, vu l'immaturité du cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'on va intégrer les émotions comme des témoins de quelque chose qui veut être entendu. Et que, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit agréable au sens tchoup ou désagréable, et là, il ne va pas être question de positif et négatif. Pourquoi? Parce que ça pourrait entretenir une vision binaire de la vie, là où on a été conditionné, hein, tort, raison, juste, faux, noir, blanc, positif, négatif. Dans le fait que ces émotions, elles puissent être agréables ou désagréables, eh bien, on va les intégrer comme un témoin important de quelque chose qui a envie d'être entendu, que quelquefois, dans notre jargon, on nomme les besoins. Certains, certaines appellent ça des forces motrices. Quand les ados amérindiens, par exemple, appellent ça leur médecine. J'aime beaucoup cette vision parce que c'est comme si, à un moment, ils intègrent que plus on va prendre soin des besoins fondamentaux des êtres humains, plus on va augmenter les chances peut-être d'être en forme. Nous, on a été éduqués aussi d'une manière à nous laisser croire que nos parents, eh bien, en tout cas, on était responsable, pardon, des émotions de nos parents. Un jour, j'ai accompagné une jeune femme dans un lycée. Elle allait fêter son 15e anniversaire le soir et elle nous annonce fièrement qu'elle savait ce que sa maman allait lui dire. Alors nous, on lui dit, ah là là, mais c'est incroyable, t'as une boule de, tu es devin. Elle dit, non, non, d'autant que je m'en souvienne, ma mère, à chaque anniversaire, eh bien, elle me dit la même chose. Alors nous, on était tout curieux, hein, moi en première, avec les collègues de la classe. Et elle dit, ce soir, elle va me dire, il y a 15 ans, j'étais plus heureuse. Donc moi, j'entends ça, je me dis, waouh, vous voyez que pour certains d'entre nous, on a cru, et cette jeune femme croyait, qu'une partie du malheur de sa maman était liée au fait qu'elle soit née. Et donc, avec ce processus, là où nous, on a été éduqués à croire que c'est à cause de l'autre ou parce que l'autre a fait tel truc, nous, on va intégrer le parce que là. On va voir l'émotion comme étant le témoin de quelque chose qui veut être entendu. Alors, on a fait un jeu de rôle inversé ce jour-là, avec son accord, bien évidemment. Elle a pris le rôle de sa maman parce qu'elle était assez comme... Oui, il y avait quelque chose de curieux. Et puis, les autres élèves ont tenté de se mettre en lien avec les besoins de cette maman. Et donc, ils ont proposé des tas de trucs. Et puis, à un moment, il y a un garçon qui lui dit... Est-ce que quand ta maman dit ça, en fait, elle a besoin d'amour? Et la jeune femme, elle s'est effondrée en larmes. Elle a dit, mais jamais j'aurais pu imaginer que derrière cette phrase, ça pouvait être peut-être parler d'amour pour cette maman. Pourquoi je vous cite cet exemple? Parce que avec ce processus de la communication non violente, je ne me serais pas amusée à faire ça avec un tout petit. Là, elle était adolescente, vous voyez, 15 ans. Parce que sinon, on pourrait appeler ça de l'empathie pour le tiers absent. Et elle était d'accord pour cette expérience. Eh bien, nous, avec la CNV, on part du présupposé que tout ce que quelqu'un dit, tout ce que quelqu'un fait, il le fait parce qu'il est en train de nourrir un besoin. Et qu'au moment où cette maman, elle a cette phrase qui, de mon point de vue, pourrait être tragique et qui avait des conséquences jusqu'alors, eh bien, quand on se met en lien avec ses besoins, peut-être qu'à un moment, il se passe quelque chose d'autre dans la relation.
le lendemain, parce que c'était une époque où j'accompagnais certains ados pour leur orientation, on revoit cette même jeune femme, et puis moi et les copains de la classe, on lui dit, alors, c'était comment ton anniversaire? Et elle dit, non, mais franchement, c'est de la sorcellerie, hein, votre truc, madame. Je lui dis, mais pourquoi il s'est passé quoi? Il me dit, mais vous savez quoi? Eh ben, elle m'a pas dit la phrase de d'habitude. Et je lui dis, mais à ton avis, qu'est-ce qui a pu changer? Elle dit, ben moi, je crois que j'ai vu ma maman autrement. Et donc, ce processus, pour moi, c'est un processus de grand changement de regard. Et que quand on porte un regard différent sur les enfants, quand on porte un regard différent sur les parents, quand on porte un regard différent sur les enseignants, eh bien, peut-être que c'est un lieu où on va pouvoir se rencontrer. Et que c'est un défi qu'on a relevé ensemble. Pourquoi? Parce que on vient d'un monde où on a été éduqué, et je veux bien que tu mettes le slide, s'il te plaît, Aurélie, des triangles. On vient d'un monde où on a été éduqué, nous, depuis une croyance qui est celle qu'il existe le bien et il existe le mal. Et nos parents, ils se sont penchés sur notre berceau en étant certains, certaines que nous, les bébés que nous étions, on ignorait ce qui était bien et mal. Et donc, nous, enfin, nos parents, les éducateurs au sens large, hein, vous avez vu tout à l'heure dans le teaser, il y avait ce proverbe africain qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je trouve tellement la synchronicité incroyable, moi qui étais en Afrique il y a 10 jours, que je réentende cette phrase. Et donc, on va éduquer l'enfant pour qu'il reconnaisse le bien et le mal. Alors, bien sûr qu'on va utiliser des moyens assez classiques, tels que la punition, si on ne fait pas bien, les récompenses, si on fait bien, et que pour éduquer comme ça, on va intégrer un langage particulier, et ça, c'est le fruit de tout le travail de Rosenberg. Rosenberg, il a passé 60 ans de son existence à aller chercher dans nos habitudes de langage, dans nos habitudes d'écoute, ce qui pouvait susciter des réactions, ce qui pouvait entraver la motivation à la contribution et ce qui pouvait à certains moments nous couper de notre élan naturel qui est la contribution. Et donc, il a mis en évidence des grandes catégories de langage telles que les jugements, les ordres, les exigences, l'éducation au mérite, le déni de responsabilité de nos émotions. Vous voyez que l'exemple que je disais tout à l'heure, je suis triste à cause de toi. Le déni de responsabilité de nos actes, c'est pas moi, c'est la circulaire. Et tout ce vocabulaire. Et que nous, en ayant été éduqués comme ça, eh bien, on peut reconnaître aujourd'hui que peut-être pour la plupart d'entre nous, eh bien, on a grandi avec ce qu'on appelle des références externes qui sont absolues. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, on a un peu perdu la boussole à l'intérieur de nous, on a perdu l'aiguille, et que la plupart du temps, eh bien, quand on nous demande comment on va, quand on nous demande de faire des choix, eh bien, c'est comme si on n'arrive plus trop, en fait, à avoir accès à nos ressources, tellement, en fait, c'est devenu par habitude de ceux qui, en fait, étaient à l'extérieur de nous. Et que quand on éduque comme ça, eh bien, les conséquences, eh bien, c'est que ça donne des structures particulières de société, des structures de domination, de compétition, où d'une certaine manière, eh bien, il vaut mieux être en haut de la pyramide que en bas de la pyramide. Et que dans les structures de domination et de compétition, eh bien, pour s'en sortir, moi, en termes de réflexe, eh bien, soit on se soumet, soit on se rebelle. Alors moi, j'ai fait partie longtemps, et je crois encore beaucoup, pour ceux qui me connaissent, des rebelles, en croyant que quand même, ceux qui se soumettaient, ben, ils pourraient se rebeller et peut-être qu'on y arriverait ensemble. Je découvre la communication non violente et là, je prends une claque majeure sur le chapeau parce que j'entends un jour Rosenberg dire que la soumission ou la rébellion, c'est le même axe, c'est le pouvoir qu'on donne aux autres de se rebeller ou de se soumettre. Et là, j'ai cru que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps et que avec le processus de la communication non violente, il est moins question de se soumettre et de se rebeller que soit prendre soin de soi en auto-empathie, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, quand je vous ai demandé comment vous allez après le teasing. Ben, peut-être il y en a qui étaient joyeux parce que, hop, ça nourrissait leurs rêves. Peut-être il y en a qui étaient émus en lien avec l'envie de prendre soin des enfants.
voyez, donc on peut, quand on est face à une difficulté, soit être vers soi, je prends soin de moi, ou peut-être développer cette compétence empathique de pouvoir se relier aux sentiments et aux besoins de l'autre. Et donc, ces structures de domination, eh bien, elles ont fonctionné, j'irais, jusqu'à aujourd'hui, avec les conséquences qu'on a vues, notamment quand Agnès disait tout à l'heure, ben voilà, moi je vois qu'aujourd'hui, il y a des petites à l'intérieur de moi qui ont souffert. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait, je vais dire entre guillemets, limiter la casse? La CNV, même si elle a été développée par un docteur en psychologie, Rosenberg avait une vision sociologique de la communication non violente. Parce que non seulement pour lui, c'est un processus d'apprentissage de soin à soi, de soin à la relation avec les autres, et surtout de se dire qu'à un moment, si on vit dans des structures bien, qui ne préservent pas la vie, comment est-ce qu'ensemble on va changer les structures? Et que c'est un défi politique aujourd'hui, la communication non violente. Et c'est pour ça qu'à Déclic, on milite pour la formation continue. Notre rêve, ce serait bien sûr d'arriver dans la formation initiale de tous les éducateurs. Pourquoi? Parce que le schéma que lui propose, et il disait bien, ce que je propose, ça va pas être mieux, mais je vous assure que ce sera différent. Vous voyez, parce que si on considère que la CNV, c'est mieux que le reste, on réintroduirait la notion du bien et du mal. Donc, je veux bien que tu me donnes le slide suivant. Et donc, lui, il est parti d'un présupposé complètement fou, il y a 60 ans, qui était l'être humain aime contribuer. Aujourd'hui, s'il y a des férus de psychologie parmi nous, eh bien, on sait que on prouve aujourd'hui que l'enfant à la naissance, il est capable de contribuer. Que certains enfants qui naissent dans des familles avec des papas ou des mamans qui ont moins de moyens, ou des papas ou des mamans qui sont plus déprimés, ce sont des enfants, par exemple, qui peuvent moins pleurer. Dans les expériences qui sont faites avec les enfants de 2 ou 3 ans, spontanément, ils partagent leur burger quand ils en voient un à côté qui n'a pas à manger. Et donc, il s'est dit, si je démarre du présupposé les êtres humains aiment contribuer, bien sûr qu'on va éduquer. Il est toujours question d'éducation. Éducation, en latin, montrer le chemin. Sauf qu'on va éduquer avec des moyens qui vont être radicalement différents, puisqu'aujourd'hui, on sait que la punition, quand elle est répétée avec du stress, de l'humiliation, ça peut altérer certaines parties du cerveau qui, à certains moments, vont donner moins de compétences empathiques, moins de compétences pour faire des choix et avec un sens éthique et moral qui ne va pas être préservé. Donc, on va éduquer avec cette conscience des besoins mutuels qui sont le cœur, un des cœurs du processus de la communication non violente. Quand on parle des besoins, on parle de ce qui réunit les êtres humains du premier souffle de la vie au dernier souffle, quelles que soient les cultures, les couleurs de peau, les religions. Et si je fais encore un petit retour en arrière de ce que j'ai vécu là en Afrique il y a 10 jours, de voir que quand on est dans cette zone des besoins communs, toutes ces forces de vie, il n'y a plus rien comme étiquette qui nous sépare. Et en ça, pour moi, ça me donne énormément d'espoir que ce processus il soit diffusé sur tous les continents. Alors, on va éduquer dans la conscience des besoins mutuels. Et qu'est-ce qui va se passer quand on éduque les enfants dans la conscience des besoins mutuels? On va intégrer les émotions comme étant des références internes, et forcément elles sont relatives puisque les émotions, comme elles bougent d'un instant à l'autre, la vie est impermanente, et on va apprendre aux enfants à faire ce lien entre les émotions et les besoins. Et à quoi ça sert? Ça va permettre de soutenir les enfants, et nous aussi, parce que moi je vois que plus je transmets, plus finalement c'est à moi que j'apprends le processus. Je crois que je vais continuer à transmettre jusqu'à ce que je l'ai intégré, et je pense que je mourrai sans l'avoir intégré complètement. Ça rend très humble le processus de la CNV, parce que je crois que c'est un processus pour lequel une vie entière ne suffit pas pour en faire le tour. Et c'est ce qui me réjouit, parce que moi je m'ennuie très vite, et avec ça, j'arrive pas encore à m'ennuyer. Et donc, on va intégrer les émotions comme le témoin de besoin, et l'objectif, c'est qu'on puisse soutenir des jeunes et nous-mêmes à devenir proactifs de nos existences. Parce que quand je suis en lien avec un besoin, peu importe le besoin, moi je ne sais pas, je prends un besoin de liberté par exemple, peut-être que je vais regarder comment je nourris ce besoin. Alors peut-être je vais passer mon permis moto,
Peut-être que je vais m'autoriser 2 heures par semaine dans mon agenda où je ferai précisément ce que j'ai envie de faire. Et quel que soit le besoin, eh bien, je vais pouvoir faire des demandes à moi, à un autre ou à d'autres. Et que des jeunes éduqués dans cette conscience, qui vont devenir proactifs de leur existence, c'est-à-dire autonomes, eh bien, ils vont voir que à un moment, le seul nourrissement de leurs besoins, et nous, on peut vivre cette expérience, ne suffira jamais pour qu'on soit heureux. Et que ce qui nous rend heureux, c'est quand il y a une prise en compte de nos besoins et des besoins des autres. Et que c'est un enjeu majeur aujourd'hui de retrouver l'axe de l'interdépendance. Et que en éduquant les enfants comme ça, on va les apprendre, bien sûr, à être des adultes responsables, d'être capables d'apprendre à dire ce qui convient comme ce qui convient pas, l'expression authentique telle qu'on la travaille dans les stages en communication non violente, et que finalement, eh bien, ça va donner des êtres qui vont prendre la responsabilité de leurs actes comme de leurs émotions. Et là, c'est un défi. Quand Rosenberg disait que le plus grand fléau de notre humanité, c'était le déni de responsabilité, au début, quand j'ai intégré, quand j'ai commencé à intégrer la CNV, je voyais pas trop de quoi il parlait. Aujourd'hui, quand je regarde l'actualité sous cet angle-là, je suis effrayée. Et que l'enjeu, il est qu'ensemble, eh bien, on sorte de ce déni de responsabilité pour qu'on inspire à nouveau les jeunes qui nous entourent. Et que faire autorité avec la communication non violente, eh bien, c'est développer cette source d'inspiration qui fait qu'à un moment, les jeunes qui vont marcher à côté de nous nous accordent l'autorité. L'autorité, elle ne se décrète pas. C'est le public qui, à un moment, nous accorde l'autorité. Et ça, c'est aussi ce qu'on travaille sur les stages d'éducation. Alors, le rêve, c'est que si les jeunes et nous-mêmes, on se rééduque à ça, eh bien, on va créer des structures de coopération, de collaboration, où eh bien, la notion du respect de chacun, eh bien, elle va être au centre de de notre vie, et que plus les structures sont des structures de coopération et de collaboration, eh bien, plus on grandit dans la conscience des besoins partagés, et que là, on rentre dans un cercle qui est un cercle vertueux et qui préserve en fait les êtres humains que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui aimons contribuer. Donc voilà ce que j'ai envie là j'avais envie de vous partager à cet instant, et que je voudrais quand même, avant qu'on réouvre l'espace des questions à répondre, des questions à réponse, vous partager que nous, à Déclic, bien sûr qu'on veut cette paix à 3 niveaux. Avec nous-mêmes, Marshall disait, même dans les moments où on est moins que parfait, comment être en paix avec nous-mêmes, avec les autres, c'est-à-dire comment les formations en communication non violente nous apprennent à prendre soin des besoins communs, et puis dans les systèmes sociaux, c'est-à-dire changer les systèmes si ils ne sont pas là pour préserver la vie des individus. Et que l'enjeu aujourd'hui, il est, en lien avec aussi cette métaphore que Rosenberg aimait partager et sur laquelle moi je m'appuie, qui est qu'aujourd'hui, moi je considère qu'on est souvent comme au bord d'un fleuve, et puis on voit des enfants, des bébés qui se noient. Alors on en ramasse un, on en ramasse deux, on en ramasse trois. Et Rosenberg disait, est-ce qu'on va passer toute notre vie à sauver des bébés dans l'eau, ou est-ce qu'à un moment, on va regarder qui jette les bébés dans l'eau? Et nous, en fait, à travers ce film, eh bien, et avec l'œil de Laetitia, l'expérience de Katia, on avait envie de montrer qu'on peut faire radicalement autrement si on veut un monde radicalement différent pour demain. En tout cas, merci déjà de m'avoir écouté jusque-là. Et là, je suis toute oui aux questions qui pourraient être les vôtres en lien avec la présentation que je viens de faire. Peut-être il y a des choses qui sont du champ de la célébration, peut-être des choses qui sont du champ de l'horreur en disant non, mais là, c'est le pompon ce qu'elle nous a raconté. Et j'adore cette idée qu'on ne soit pas forcément d'accord et qu'on puisse échanger autour des avis. Donc, bienvenue à vous, quels que soient les messages que vous avez envie de partager à cet instant. J'invite ceux qui sont avec nous sur le Zoom à lever la main pour prendre la parole, à poser les questions dans le chat. Karen nous fait aussi le relais sur le YouTube Live pour avoir les questions. Et voilà, et peut-être je peux commencer avec les questions qu'on a déjà reçues. Il y avait une question autour de l'âge. À partir de quel âge est-ce qu'on peut mettre ça en place avec un bébé de 8 mois, par exemple?
Alors, énormément de choses. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans certaines banlieues où les ados parlaient peu et quelquefois pas du tout le français. Et donc, ça me ramène peut-être presque à un stade de nourrisson où on n'a pas forcément le langage. Et de regarder que quand on est au niveau des besoins, c'est moins une question de mots que d'intention avec laquelle j'arrive dans la relation. Et que pour faire l'expérience, avoir fait l'expérience dans certaines maternités, et puis maintenant j'ai la chance d'avoir 2 petits bébés dans mon entourage proche, de regarder que apprendre à nommer les émotions et les relier aux besoins, si on a vraiment l'intention qui est une intention de connexion plus que d'action avec l'enfant, eh bien de voir que dans notre attitude, il y a déjà quelque chose qui va changer dans la relation. Et que c'est un défi, parce que soit la communication non violente, elle est transmise comme un outil de communication, et là, moi, ça me fait très, très peur, parce que quelquefois, ça pourrait aller jusqu'à certaines formes de manipulation, et que l'intégration de ce processus prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps à travailler l'intention, on passe du temps à regarder depuis quel espace on arrive dans la relation. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour nommer ce qu'on fait avec un petit. Bah, là, je vais te changer, je vais changer la couche, et parce que je vois que tu as fait pipi ou caca, là, je vais te nettoyer, je vais le faire le plus délicatement possible. Je sais que pour l'instant, bah, tu peux pas dire oui ou non, mais tu vois, je t'informe de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, ce respect au moment, en fait, où je suis amenée à être en contact avec des zones du champ de l'intimité et de jamais prendre les enfants par surprise. Ce ne sont pas des objets, d'accord? Ce sont des humains qui, pour un temps, sont dans un grand état de dépendance et moi, je vais nommer les actes en lien avec mon intention. Donc, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question est à peu près rejointe et si elle ne l'est pas, qu'elle crie. Je ne sais pas si elle est parmi nous. Il y a Laure qui a levé la main. Laure, si tu veux Ouais. prendre la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je me permets de tutoyer aussi, j'ai le tutoiement facile. Avec plaisir. Moi, je suis enseignante en CE2, CM1 et j'essaye, tant que faire se peut, de mettre en place notamment la médiation entre les enfants. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à nommer les émotions, ce que je remarque, c'est un énorme manque de vocabulaire chez mes élèves. Et du coup, une grande difficulté à nommer les émotions qui les traversent. Et en fait, c'est pratiquement la difficulté majeure que j'ai rencontrée avec eux, parce qu'après, la médiation se met très facilement en place et ils arrivent à s'exprimer, à régler leurs conflits de manière non violente, ce qui est un vrai bonheur à observer. Mais on a dû passer par un travail énorme d'apprentissage du vocabulaire. Et d'ailleurs, je crois que dans le livre de Marshall Rosenberg, il y a des listes de vocabulaire pour nommer les émotions. Et j'ai l'impression que le fait de, dès tout petit, leur donner du vocabulaire, leur donner les moyens en fait de s'exprimer, c'est aussi ce qui leur permettrait de développer la communication non violente plus tard. Voilà, c'était juste un partage très court. Oui, mais j'ai envie de rebondir sur 2 choses, si tu me permets, Laure. Et avec plaisir. La première, c'est que la semaine dernière, j'étais en formation avec des enseignants qui, dans le cadre de Déclic, sont accompagnés pour être à un moment des personnes ressources dans les académies, parce que notre objectif, c'est de donner à chacun des rectorats la possibilité d'être autonome, en fait, avec un pôle de formateurs qui serait reconnu par Déclic. Et donc, on a beaucoup échangé autour de cette notion du vocabulaire. Et il y avait une enseignante qui travaillait en toute petite classe qui disait combien, en fait, une grande partie de l'année pour elle est consacrée justement à développer ce vocabulaire. Mais là où c'était drôle, c'est que dans notre groupe, nous étions 14. Il était très, très clair que les premières personnes pour lesquelles on devait redévelopper le vocabulaire, c'était nous-mêmes. Et que si les enfants apprennent par imprégnation, eh bien, il y a un enjeu pour nous à développer ce vocabulaire des émotions.
Parce que plus on va offrir des émotions différentes aux enfants, plus ça leur permet d'exister et de se reconnaître dans toutes les facettes de leur existence. Et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, et j'aime beaucoup soutenir le travail de ma collègue Letty Gribouille, apprentie girafe, parce qu'elle a des cartes d'émotions et de besoins qui sont très, très représentatifs pour les enfants. Et qu'en fait, l'enjeu, il est d'abord, nous, de développer les émotions. Donc ça, c'est le premier axe. Ça va alors quand je te dis ça? J'ai perdu l'or. Oui, oui, merci beaucoup, ça me parle. Ok. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, et ça c'est mon côté un peu chippie, c'est quand tu as parlé de la médiation entre les pairs. Nous, à Déclic, on a fait un choix très très tôt qui était un choix peut-être un peu fou, parce que je crois qu'on aurait eu plus de subventions si on avait fait le choix de répondre à toutes les demandes qui étaient faites en direction des enfants. Et nous, on s'est dit non. Aujourd'hui, on a un devoir, nous, en tant qu'adultes, d'être le plus inspirant possible. Et pas parce qu'on n'aime pas la médiation, bien évidemment, mais parce qu'on s'est dit qu'on irait travailler plutôt, nous, la justice restauratrice, à partir du moment où dans chacune des salles des maîtres, eh bien, les adultes auraient réglé leurs conflits de la même manière que celle qu'on demande aux élèves. Et en fait, on est un peu taquin quand on dit ça. Mais c'est comme si aujourd'hui, on n'est pas conscient que nous, en tant qu'adultes, on génère énormément de conflits dans l'absence de prise en compte des besoins des enfants et qu'à un moment, eh ben, ils sortent dans la cour, ils sont tendus parce que peu de leurs besoins ont été nourris. Si on est avec des enseignants qui n'ont pas eu les moyens d'intégrer cette notion des besoins, que ce soit le besoin de mouvement, d'expression, à certains moments d'avoir des instants de tranquillité, ils sont tendus. Le premier qui passe devant eux, il se prend un coup de pied et après on leur demande de faire de la médiation entre pairs. Et nous, on s'est dit non, on ne va pas prendre le sujet dans ce sens-là. On va accompagner les adultes pour que eux traversent leurs conflits en toute sérénité. Et quand les adultes n'auront plus de conflits, ou en tout cas quand ils auront les moyens de les traverser, alors peut-être on envisagera d'aller vers les élèves. Et en fait, on a eu une expérience incroyable un jour dans un collège avec mon collègue François Cribier, avec lequel j'ai longtemps accompagné des cercles restauratifs, qui est la deuxième version de ce qu'on propose nous à Déclic en tant que formation, initiation. Et c'était un collège où il y avait plus de travail possible, il y avait des tensions entre tous les membres de l'équipe et on a fait un cercle restauratif incluant tout le personnel, depuis les personnels de ménage, de cantine, de la vie scolaire, etc. Une journée de cercle restauratif et quand on les a revus 3 mois après, et ça c'est un verbatim sur notre site, la psychologue scolaire de l'école a dit, mais est-ce que vous croyez qu'en ayant réglé, nous, nos conflits entre adultes, ça a pu avoir un impact sur les élèves? Parce que depuis la rentrée, on n'a plus de dégradation dans les toilettes et à la cantine. Et donc, j'aime ce partage parce que nous, on fait un choix et on le tient pour l'instant sur le fait que comment on peut prendre soin des adultes pour que dans leur manière d'être, ça inspire des façons différentes d'être qui vont générer moins peut-être de bagarres et moins de harcèlement. Moi, j'ai travaillé en maternité, j'ai jamais vu un bébé sauter dans le landau du voisin en disant soit tu me files ta ration de lait, soit je pique le goûter de ton frère à la récré. Je n'ai jamais vécu ça. Le harcèlement, il naît par imprégnation de ce qu'il voit de nous en tant qu'adultes. Et donc, on a un défi à relever sur être des adultes inspirants. Et ben, je fais partie du lot et donc c'est pour ça que je continue de travailler, avec moi-même et avec, d'autres pour tenter, d'être la meilleure version de moi-même et que les choses soient claires, je ne suis pas rendue, comme disent mes collègues suisses. Donc merci Laure pour ton partage qui m'a permis d'aller un peu plus loin. Ça va, si j'ai fait la chipie à travers ton partage? Ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a Est-ce qu'il y a Vanessa qui a levé la main. ouais, Vanessa, je sais pas, ouais. Ah Oui, ça y est, vous je vois. m'entendez? Oui, merci. Oui, je me permettais, moi, de rebondir sur ce qui a été dit précédemment par rapport à l'âge auquel on peut intervenir pour faire comprendre à l'enfant. Et moi, je suis psychologue pour enfants et aussi instructrice en massage parent-bébé. Et en fait, pendant la première année de vie, donc, je propose 5 séances aux parents pour apprendre à masser progressivement leur enfant. Moi, je viens avec un poupon. Et un des rituels fondamentaux de cette démarche, c'est la demande de permission.
Et en fait, avant chaque mouvement, on pose, enfin pas avant chaque séance, au début de chaque séance, on demande à l'enfant l'autorisation et on apprend à décoder, dire là l'enfant remue, il n'a plus envie, il n'est pas d'accord, on va faire autrement, changer de position, peut-être que c'est pas son moment. Et en fait, dès tout petit, en fait, on leur apprend à dire là j'ai pas envie, stop, Oui, oui. voilà. Mm. Donc Merci pour ton partage. C'est comme si, en fait, on réassoit cette notion de consentement dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, c'est... Donc là, tu travailles avec des petits bébés. Et après, vous voyez, quand on oblige les enfants à faire des bisous, quand on ne leur demande pas s'ils veulent recevoir des bisous, vous voyez, toute cette notion de consentement qui est, plus c'est instauré tôt, plus de mon point de vue, on va grandir ensemble dans des zones avec plus de sécurité parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas entendu dans le non qu'on pose, eh ben derrière, il y a quand même beaucoup de tragédies. Nous, en France, on est en train de vivre des procès là, qui sont quand même spectaculaires en lien avec la notion du consentement. Et je me dis, si toutes les petites filles et tous les petits garçons très tôt étaient accompagnés, peut-être ça générerait moins de situations on ne peut plus dramatiques. Donc, merci pour ton partage, Vanessa. merci. Autre chose, Aurélie, parce que moi, j'arrive Oui. pas à Ah, suivre. voilà, on n'arrivera pas à tout traiter, hein, donc on va faire au mieux, mais j'avais une question autour de l'âge. Là, on parle des tout petits, mais comment faire aussi avec des ados? Et ça rejoint une question de Marie-Claude qu'elle nous avait posée par mail. Comment faire participer un enfant à communiquer sans répondre par oui ou par non? Je me suis raconté que c'était un ado, hein, Marie-Claude. Je ne sais pas si c'est le cas, mais comment débloquer le refus ou l'absence de communication entre parents et enfants? Mon Dieu, j'entends plusieurs choses dans cette question. Déjà, peut-être la notion d'ado, de regarder comment il y a certaines étiquettes qui, à certains moments, peuvent figer une personne de 12, 13, 14, 15 ans, comme si cette étiquette, à certains moments, elle enferme. Et que quand on est dans les formations et qu'on commence à décrypter ce qu'on met derrière les jugements, eh bien, on intègre ces notions d'étiquette et que je ne suis pas certaine aujourd'hui que ça serve la relation. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, un ado, entre guillemets, un jeune de 13, 14, 15, parce que je me demande jusqu'à quel âge on peut être adolescent, parce que moi, je pense que j'ai encore des aspects de moi qui sont très, très adolescents. Donc, j'aime bien me le rappeler et de regarder que quelqu'un, quel que soit l'âge, qui communique pas, mais c'est déjà une façon de communiquer. C'est-à-dire que l'absence de communication, pour moi, est une communication. J'en suis certaine. Et que peut-être que dans un certain contexte, cet être humain perçoit qu'il ne va pas être suffisamment entendu ou à la mesure de ce qu'il aimerait partager. Et que moi, je préfère m'interroger sur le contexte ou l'intention avec laquelle j'aimerais que l'autre parle avant de l'étiqueter comme associable ou je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi. Et que, à un moment, quand je faisais de l'accompagnement individuel, j'avais rencontré une jeune femme qui, pendant 3 séquences, n'avait quasi rien dit, comme si, en fait, il y avait quelque chose qui avait besoin de s'apprivoiser, de retrouver la confiance, en fait, avec les adultes. Et que pour moi, à un moment, eh bien, certaines personnes, plus ou moins jeunes, eh bien, quand elles vivent des traumas, eh bien, cette notion, en fait, d'apprivoisement, elle est fondamentale. Et d'acter, de nommer. Je vois bien que là, ça fait plusieurs fois que je te demande comment tu vas, et puis tu me réponds ça va ou tu me réponds pas. Sache que c'est OK comme ça. Et peut-être je suis curieuse si à un moment, tu as les moyens de revenir vers moi ou peut-être que ce qui me rassurerait, c'est de savoir qu'il y a des gens avec lesquels tu peux partager la réalité que tu traverses. Moi, j'ai aimé, alors même si je crois que je m'y suis prise extrêmement maladroitement avec mes enfants, mais très tôt, on leur disait: «Ah bah, s'il nous arrive un truc à papa ou à maman, vers qui, vous aimeriez aller?» Moi, je crois qu'on était totalement stupides à l'époque, mais bon, moi, je travaillais en réanimation et mon mari au SAMU. Donc, je pense que nos milieux de vie nous laissaient imaginer qu'on pouvait disparaître du jour au lendemain. Et je pense que notre intention, c'était de développer des ressources au niveau de nos enfants, mais la façon dont on s'y est pris, à mon avis, a dû générer des traumas. Mais bon, voilà, hein, c'est une réalité. Mais de regarder qu'en tant que parent, quelquefois, on croit qu'on est comme les seuls à pouvoir être dans ce lien ou être les seules ressources.
Et une des notions fondamentales qu'on va apprendre avec cette communication non violente, c'est qu'un besoin, eh ben, il y a 36 000 stratégies. Et que moi, ça m'a beaucoup détendue. Alors oui, je peux avoir besoin d'écoute. Et si je demande à Aurélie, est-ce que tu as 5 minutes et qu'elle me dit non, je respire parce qu'il me reste à peu près 6 milliards d'individus sur Terre. Et donc, c'est comme si ça me redonne une notion d'abondance fondamentale. Et peut-être qu'à un moment, les jeunes, dans nos familles ou dans certaines classes, ayant perdu confiance avec moi, peut-être en particulier parce que je représente une certaine figure d'autorité, eh bien, de m'assurer qu'il y a des personnes avec lesquelles ils vont pouvoir parler. Donc, j'espère que je réponds à peu près à la personne qui a posé cette question. Je vais enchaîner avec la question du groupe. Comment faire quand on gère un groupe, là je pense plus aux enseignants, mais pas forcément que, pour répondre aux différents besoins de chacun. Et ça fait le lien avec un message, ça y est, je retrouve, de Karine sur YouTube qui dit: «La punition est parfois nécessaire, non, dans la gestion de classe. On peut entendre le besoin d'un élève en colère, par exemple, mais comment gérer la frustration?» Donc il y a aussi la question des limites, voilà, dans la gestion du groupe. Un petit Alors, package. attends. Ouais, parce que c'était un peu un gros paquet, là. Je vais essayer de détricoter. Ça va. Donc, première étape, cette notion des besoins. Moi, quand j'ai fait mon premier stage en CNV, j'ai cru que j'allais péter un câble et voir claquer le baigneur de la formatrice. Déjà, j'y allais, moi, pour pouvoir changer les gens autour de moi. J'y allais pas pour intégrer que c'était moi qui pouvais être violente. Je n'avais jamais mis la violence à l'intérieur de moi. Donc, j'ai pris choc sur choc. Et à la fin, je lui dis: «Non, mais moi, je suis venue ventre à terre, la langue par terre. J'ai un mari, une belle-mère, des parents, 3 enfants. Et puis en plus, maintenant, il va falloir que je nourrisse les besoins de tout le monde. Mais c'est n'importe quoi ce processus. Mais c'est non, mais franchement». Bref, j'étais excédée à un niveau comme ça. Et ma maman CNV, que j'aime beaucoup appeler comme ça, Michel Guèze, qui me dit: «Oh, je suis désolée, j'ai du mal à me faire comprendre avec cette notion des besoins». J'aimerais, Véronique, que tu entendes que les besoins, ils ont la plupart du temps moins besoin d'être nourris que d'être entendus dans un premier temps. Donc déjà, ça m'a un peu détendue parce que je me suis dit, il manquerait plus que ça, que je nourrisse les besoins de tout le monde. Puis après, quand j'ai vu que j'étais pas l'unique ressource pour les besoins de tout le monde, ça m'a redétendue. Même si je suis restée à certains moments à un haut niveau de crispation avec tout le bazar que représente la CNV. Donc, quand on est face à une classe, eh bien, c'est extrêmement complexe dans un premier temps. Et c'est en ça où j'ai beaucoup de compassion pour les enseignants qui se lancent avec ce processus, sans être peut-être suffisamment outillés au sens d'avoir suffisamment la vision globale de ce processus pour accompagner les classes. Et que dans l'expérience qui est la mienne, c'est parce que moi, je cherchais pas à vivre, enfin, que je cherchais pas à leur transmettre la CNV quand j'étais dans les classes, qu'il y avait déjà quelque chose dans la relation qui était un peu différent. Et puis après, quand j'entends les besoins d'un, par exemple, j'ai plein d'expériences, hein. Un jour, ils étaient en train de bavarder par petits groupes et j'ai pété un câble, hein. Ça, c'est un des exemples dans le livre qu'on a coécrit là, avec Catherine Guéguin et Catherine Schmider sur développer les compétences psychosociales à l'école. En fait, je me suis rendu compte que si je prenais en compte certains besoins, c'était compatible avec ma vision que j'avais d'animer la classe. Et surtout, ce que j'ai appris de ces expériences, c'est que la plupart du temps, quand on est enseignant, on se met sur le dos une charge qui est impossible à transporter. C'est-à-dire qu'on croit qu'on doit être à l'origine de la résolution de tout ce qui se présente. Or, quand on met au centre cette notion des besoins, moi j'ai toujours été étonnamment surprise de voir la créativité de ce que les jeunes peuvent partager comme résolution ensemble de certaines choses. Donc ça, c'est une première étape. Donc je ne sais pas si ça répond aussi à la question de la personne qui a posé cette question-là. Parce que avant d'enchaîner, Aurélie, tu as les moyens de... Ou c'était une question Non, c'était écrite? une question par mail, ouais. Ok, bon, je considère que c'est ok depuis un espace où je suis bien embêtée. Et si ça ne devait pas l'être, peut-être la personne, elle va écrire. Tout à fait, on peut Parce que continuer à ça, écrire sur le mail. je serais désolée d'interpréter parce que parce que ça irait bien pour moi et qu'il faudrait que ça aille pour l'autre. J'aime pas cette idée. La deuxième chose, j'entends la punition est nécessaire.
Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler aussi dans les formations, puisqu'on a une expérience autour de la punition et de mesurer les conséquences en termes d'apprentissage que les punitions ont laissé sur nous. Et il y a un tel delta entre les intentions éducatives et les conséquences que ça a eu pour nous en tant qu'adultes que quelquefois c'est juste spectaculaire. Et en même temps, je ne crois pas aujourd'hui qu'on passe d'une façon de faire à une autre avec un coup de baguette magique. Et que, par exemple, dans les prisons au Canada, quand la justice restauratrice est proposée en complément de la justice punitive pour certains crimes, eh bien, il y a des prisonniers qui vont choisir toute leur vie la justice punitive parce qu'ils ont intégré que c'était comme un repère pour eux, même si on ne les a pas accompagnés pour voir quelles conséquences ça a. Et que nous, quand on accompagne certains collèges ou certains lycées, eh bien, pour moi, il est assez important d'accompagner les jeunes pour qu'ils aient un choix. Parce que ce qui est assez fou, on sait aujourd'hui, on est capable de prouver que les jeunes, ils sont loyaux avec leurs parents. Et qu'une école qui proposerait que de la restauration, eh bien, pour certains élèves, ce serait comme une perte de loyauté avec leurs parents qui les punissent. Et que c'est là où la coéducation va être hyper importante pour que, là, de mon point de vue, on est dans un temps de passage pour accompagner à une vision radicalement différente. Et que si on accompagne les parents dans l'impact que les punitions ont eu pour eux, eh bien peut-être qu'à un moment, en leur donnant des outils autrement, au sens des façons d'être autrement, plus que des outils, ça va ouvrir des perspectives. Parce qu'aujourd'hui, je trouve super rude quand certains disent oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et que derrière, il n'y a pas de force de proposition. Je trouve que ça, c'est une vraie maltraitance. Et qu'aujourd'hui, pour moi, il y a à accompagner ce temps de passage. Et que quand on vit cette expérience autour de la punition, ce qui est spectaculaire, eh bien, c'est de voir que entre 85 et 95% du temps, les punitions démarrent d'un état émotionnel de l'adulte qui est la colère, l'enragement hors de soi. Donc, parce que je suis en colère, à un moment, je chope un petit d'une certaine manière pour me défouler. Donc, une des préventions majeures pour sortir de la punition, eh bien, c'est d'accompagner les adultes que nous sommes à prendre la responsabilité de nos états émotionnels pour qu'à aucun moment, notre colère se déverse sur un plus petit avec cette stratégie de la punition. Et que si à un moment je perçois que la punition, enfin que pardon, que l'émotion, elle comme ça, ben peut-être qu'il vaut mieux sortir pour 5 minutes plutôt que d'utiliser une stratégie où on va comme se défouler. Donc je crois que la personne, elle est en ligne pour la personne qui a posé les questions autour de la punition. Alors, c'était sur YouTube et du coup, Ah. j'ai pas le rapport en direct. Et il y a Samia qui réagit en disant la punition, c'est la solution facile, ça arrange sur le court terme, mais sur le long terme, ça abîme. Je parle surtout dans le contexte d'une éducation familiale. À l'école, c'est déjà différent. Ouais, moi je ne sais pas si je vois beaucoup de différence. En tout cas, moi, dans l'expérience qui est la mienne, hein, moi je vois beaucoup d'éducateurs qui sont parfaitement démunis. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est d'accompagner les éducateurs à envisager les choses autrement, avec les mêmes intentions éducatives, hein, qui sont d'asseoir un sens éthique et moral pour les jeunes d'aujourd'hui, pour la société de demain, parce que des jeunes qui prennent soin d'eux, ils vont prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Mais que tant qu'on ne propose pas des alternatives, eh ben, de mon point de vue, les adultes restent démunis. Et que l'enjeu, il est d'envisager les alternatives. Je crois vraiment à ça. J'ai envie de rajouter une dernière question, parce qu'après, je voudrais passer la parole à Karen pour la clôture. Autour de la fatigue, il y avait une question de Stéphanie autour de la fatigue qui était omniprésente parmi les professionnels des lieux d'accueil de jeunes enfants. Et puis Kevin qui nous partageait que sa maman était démunie face aux difficultés qu'elle rencontrait avec sa petite sœur de 12 ans, qu'elle a des comportements vécus comme difficiles, mais n'en s'en rend pas compte. Elle est fatiguée, en colère et se répète, ça m'attriste. Voilà, si tu peux faire quelque chose rapide là-dessus, Véro. Alors, je ne sais pas si Kevin est là, mais déjà, j'aimerais lui partager que ça me touche
de voir cette humanité à travers les yeux de ce jeune, de voir qu'il voit sa maman en difficulté. Ça veut juste, enfin, pour moi, je vois que je suis émue parce que c'est comme si, en fait, ça assoit nos grands présupposés que les êtres humains naissent empathiques et qu'il voit sa maman démunie et que c'est comme si c'est une alerte de aider ma maman pour que elle puisse à nouveau aider ma petite sœur ou ma grande sœur qui visiblement ben voilà, a elle-même des difficultés. Et c'est comment aujourd'hui, nous, on a envie de créer c'est une grande communauté où aucun parent ou aucun professionnel de l'éducation ne serait seul. Comment est-ce qu'à tout moment, on pourrait appeler un ou une collègue, un ou un parent pour dire là, j'en peux plus avec mon môme, je pense que je vais jouer au bowling et faire strike avec les autres. Est-ce que je peux te le filer 5 minutes ou qu'est-ce que toi tu ferais dans ces conditions? Et qu'aujourd'hui, on a, nous, envie en fait de créer cette chaîne de solidarité. Et après, la notion de la fatigue, c'est une question pour moi qui revient vraiment souvent et que c'est comme si quand on met des enfants au monde ou quand on choisit des métiers aussi fous que ceux de l'éducation, mais je pourrais parler de la santé, hein. Moi, pour avoir été infirmière en réa, en accompagnement fin de vie, on ne peut pas dire que c'était de tout repos à chaque instant. C'est comme si ça implique une certaine hygiène de vie. Ça peut paraître fou. Et en même temps, je vois pas comment je pourrais m'en sortir autrement si à certains moments, je fais pas le choix de faire le plein de repos en amont du moment où je vais arriver dans la relation. Et que si à certains moments, je sens que ça grimpe, eh bien plutôt de faire le choix de dire, bah, je prends 5 minutes parce que sinon, quand j'atteins mes limites, je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Et j'ai une toute petite anecdote à vous citer avant de passer la parole à Karen, qui est qu'un jour, il y avait une dame qui est venue en stage avec moi, avec une toute petite qui avait 2 ans et demi ou 3 ans, qui me dit, mais c'est n'importe quoi la CNV, mais tu penses que je vais dire à ma gosse que je suis fatiguée et que je vais aller me reposer? Non, mais t'es sonnée. Et donc, je lui partage que bah, j'ai déjà vu des couples qui faisaient le choix de mettre les matelas par terre chez eux, puis qui, à certains moments, allaient se coucher, et avec la confiance que les enfants, eh ben, fatigués, ils iraient aussi dormir. Et puis, elle s'est dit, je vais prouver à Véronique que son truc, c'est merdique, et donc je vais faire un test. Un jour, elle rentre, et puis, elle était vraiment crevée et elle dit à sa petite, tu sais, maman, elle est fatiguée et maman, elle va se reposer 5 minutes pour pouvoir, après, avoir plus d'espace pour jouer avec toi. Et elle dit, je m'étais promis que j'allais faire semblant de dormir. Et donc, elle dit, je me couche et elle dit, je vois ma petite fille qui est arrivée, elle avait tiré à travers les barreaux du lit sa propre couverture, elle lui a mis sur elle pour dire, maman, c'est pour que tu aies bien chaud. Elle a dit, déjà, j'ai commencé à avoir les larmes qui me grimpaient aux yeux. Et elle dit, mais le pompon, c'est que je me suis endormie. Et elle dit, quand je me suis réveillée, j'ai fait un sursaut. Et en fait, la petite, elle jouait à côté d'elle. Et je me dis, mais en tant que parent, alors bien sûr, hein, ça dépend des âges. D'accord, hein, on fait pas, enfin, il y a des tout petits bébés, il y a des soins qui sont fondamentaux, hein, d'accord, pour le côté figure d'attachement, assurance, etc. Mais je me dis, cette petite, elle avait des ressources déjà insoupçonnées. Et donc, est-ce qu'on peut faire le pari ensemble des ressources insoupçonnées des enfants, quel que soit leur âge? Donc, j'ai envie de vous dire merci déjà pour la richesse des questions qui étaient la vôtre. Et puis, j'aimerais bien passer la parole à Karen parce que j'ai quelques minutes de décalage. Merci beaucoup, Véronique, de nous permettre, à travers les différents partages, d'envisager des alternatives pour éduquer autrement. Moi, je vois que ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et j'aimerais aussi remercier tous les participants qui sont présents. Vous êtes près de 300 et ça aussi, ça me donne beaucoup d'espoir pour amorcer un changement social. Et je vais me présenter d'abord peut-être. Je suis Karen, coordinatrice recherche de fonds et finances à Déclic depuis 2021. Et je suis vraiment convaincue que le changement social passe par une éducation radicalement différente. Et vraiment, je vois que moi, cette conférence a beaucoup nourri l'espoir que j'ai que ça change et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. On a commencé la conférence avec le teaser donc, du documentaire La Petite Classe. Et à la fin de cette conférence, voilà, on voulait vous partager qu'on a donc
un crowdfunding qui est en cours pour aider à la réalisation de ce documentaire. On a déjà récolté 20 000 euros pour ce documentaire et on a réouvert le crowdfunding pour avoir 20 000 euros supplémentaires. En un mois, on a obtenu 5 000 euros sur le deuxième palier des 20 000 euros et aujourd'hui, on aimerait vraiment euh, que ce documentaire voit le jour. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'a permis les 20 000 premiers euros, ils ont permis la préparation des temps de préparation, des temps d'écriture. Il y a aussi le temps de tournage qui s'est étendu sur un an. Donc, il y a les 4 saisons où elle a suivi les petits. Et les 20 000 autres euros permettront de préparer le montage, vidéo, images, mais aussi tous les autres frais annexes de location, de matériel. Et sachant que vraiment, c'est un documentaire où voilà, le budget, donc Laetitia me disait que c'était autour de 400 000 euros. Donc, c'est énorme. Et aujourd'hui, on aimerait voilà, vous proposer de contribuer à la hauteur de vos moyens. Moi, j'aime bien faire des petits calculs et c'est vrai que vous avez été 700 à vous inscrire et quand je fais 700 divisé par les 15 000 euros qui nous manquent, voilà, ça fait à peu près 20 euros par personne. Je sais que certains ont déjà sûrement donné, d'autres, c'est peut-être pas le cas et peut-être que c'est pas possible. En tout cas, vous pouvez aussi relayer, partager autour de vous que ce teaser, ce documentaire qui va voir le jour. Et c'est vraiment voilà, pour parler à la fin de cette conférence de la contribution que vous pouvez apporter à la bonne réalisation de ce documentaire. Et J'ajouterais bien avec juste un petit mot. Je peux, oui, Karen. bien sûr, vas-y, Letty. Souvent, les gens qui connaissent pas le cinéma sont éberlués par les sommes pharaoniques que coûte le cinéma, mais c'est aussi parce qu'on veut faire un objet cinématographique très très beau. Je veux vraiment me donner les moyens aussi pour qu'il puisse aller dans les salles et que ça reste pas un petit reportage qui circule sur la toile. Là, moi, j'ai vraiment envie qu'on tape fort et puis exactement comme toi, ça nourrit beaucoup l'espoir pour moi. Ça me permet aussi, je sais pas, d'apporter ma pierre aussi à l'édifice, à ma mesure, quoi. Et j'ai vraiment envie que ce film soit beau, magnifique, soit une espèce de bombe, une bombe d'amour et d'espoir comme ça. Et pour aller vers ce changement auquel on aspire tous et toutes. Donc ça explique aussi ces sommes. C'est parce que ça va être un film pour le cinéma. Voilà. Ah oui, parce que quand même, Laetitia, on a un objectif qui est modeste. C'est celui d'aller à Cannes. Oui, modeste. Merci, merci Laetitia. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce que je vois que les 2 minutes et quelques de teaser, déjà on voit, malheureusement, donc, au début de conférence, la technique était pas, enfin, on n'entendait pas très bien. Mais quand on regarde le teaser sur YouTube, vraiment, en 2 minutes déjà, il y a des émotions qui sont transmises et j'imagine à quel point, justement, avec le budget doit être mis pour rendre ça beau et vraiment apporter quelque chose pour que les gens puissent saisir toute la finesse de ce qu'on veut apporter. Et ça, vraiment, je comprends tout à fait que le budget soit aussi conséquent. Et merci voilà, de donner les moyens d'arriver jusqu'à Cannes en espérant que ça aille jusque-là. Mais c'est ça, c'est Donc, des mois de travail, voire là, ça fera des années et avec plein de gens à salariés. Ça s'explique comme ça. super, merci. Et, euh, et on voulait aussi vous donner, donc là, on a vraiment donné à voir ce que permettait la CNV, donc en visuel avec la petite classe. Et avec Déclic, on a mené une enquête auprès de 1200 personnes, de personnes qui ont été formées à la communication non violente. Et on a mesuré qu'il y avait beaucoup de changements positifs qui ont eu lieu dans les classes, dans le climat scolaire, avec le décrochage scolaire également. Et on voulait vous partager 3 chiffres qui est ressortis de cette enquête. Donc il y avait 95% des répondants qui constataient une amélioration de leur capacité d'écoute. Et on a vu à travers différents témoignages partagés par Véronique que voilà, la capacité d'écoute a permis d'autres changements dans la relation avec les enfants, mais aussi avec les parents. Il y a 71% qui considèrent que le bien-être des enfants s'est aussi amélioré. Et enfin, il y a 98% des personnes qui ont répondu, qui recommandent cette formation à leurs proches. Cette enquête est également disponible sur notre site internet si vous voulez voir un peu plus ce qui a été nommé, des témoignages, de nombreux témoignages à l'intérieur qui montrent à voir ce qui est possible. Et c'est ça aussi qu'on voulait vous partager à la fin de cette conférence. Donc si vous aussi, vous voulez participer à ce que ce documentaire aille jusqu'à Cannes,
Merci de partager la page de crowdfunding ou même de vous contribuer à la hauteur de vos moyens. Voilà, donc je repasse le micro à Aurélie ou je clôture, je sais plus. Merci Karen. On a débordé un petit peu de 7 minutes. Voilà, mais c'était vraiment important pour nous aussi de laisser un maximum de temps aux questions, même si voilà, j'ai une part de moi un peu frustrée que on n'ait pas pu répondre à tout le monde. S'il y a des questions auxquelles vous avez vraiment envie d'avoir une réponse, n'hésitez pas à renvoyer un mail et on se chargera voilà, de vous contacter. Mais merci en tout cas, vraiment, 300 personnes, voilà, ça fait vraiment, c'est un vrai soutien pour nous, pour continuer à mener nos actions. Donc merci à chacun et une belle continuation à tout le monde. Merci et Merci à tous. bientôt pour la sortie du film. Merci. Dans quelques mois, Véro, dans quelques mois. Ok. Oui, dans quelques mois, mais on reviendra pour vous pour le temps de célébration, bien évidemment. Donc, on réorganisera aussi des rencontres autour de la sortie du film. Et Katia sera Avec, ces rencontres. Elle n'a pas pu être là ce soir, mais ça sera un grand plaisir pour elle de nous rejoindre après sur d'autres moments de ce type. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y aura Katia. Et comme ça, l'équipe sera au complet. Donc, merci et belle nuit à chacun et chacune d'entre vous et à tout vite, ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.